Le nouveau rapport sur nos océans qui se vident, publié par l'Université de la Colombie-Britannique, affirme que 30% des poissons qui sont pêchés en mer ne sont pas signalés. Parmi les chercheurs de cette étude, Daniel Pauly, professeur à l'Institut des océans et de la pêche à l'Université de la British Columbia. Vous avez besoin de savoir combien de poissons sont disponibles pour l'alimentation des gens et surtout dans les pays du tiers-monde, c'est terriblement sous-estimé. C'est sous-estimé parce que les pêcheries traditionnelles, donc les pêcheries à petite échelle, les petits métiers, ne sont pas vraiment tenus en compte, ne sont pas rapportés par les pays. Et c'est justement ces pêcheries-là qui alimentent les réseaux, les marchés dans le tiers-monde. Et donc, c'est parfaitement aberrant qu'une pêcherie locale ne soit pas tenue en compte alors qu'une pêcherie étrangère est tenue en compte parce qu'elle rapporte des devises étrangères. En fait, c'est pas la gestion qui importe dans ce cas-là. C'est la compréhension du rôle de la pêche et du rôle de ces pêcheries artisanales et subsistances dans l'alimentation. Par exemple, les stratégies d'alimentation, la revue de la situation alimentaire des pays du tiers-monde, elle doit tenir compte des pêcheries. Mais comment est-ce qu'elle va le faire si elle n'a pas de données sur ce que les gens mangent et ce qu'ils ne mangent pas? Par exemple, si un pays commence à exporter sa pêche, à exporter les produits de sa pêche au lieu de les consommer localement, c'est important localement. Mais on ne le saura jamais si on ne considère pas la consommation locale. Le Fonds mondial pour la nature a rendu public lui-même son propre rapport sur l'état des océans, dans lequel il soutient que la surpêche croissante de plusieurs espèces, tant de poissons que d'animaux marins vertébrés, comme les requins et les tortues, ont fait chuter de moitié leur nombre en l'espace de seulement quelques décennies. Il y a énormément de gens, de communautés côtières qui en dépendent. Juste pour le Canada, c'est 70 000 personnes qui vivent de la pêche au Canada. C'est un PIB de près de 3 milliards de dollars. Alors imaginez ce que ça fait à l'échelle internationale. Sophie Paradis est porte-parole francophone du Fonds mondial pour la nature. Il n'y a pas si longtemps, dans les années 70, un citoyen moyen mangeait 10 kilogrammes de poissons, donc de produits de la mer annuellement. On a doublé tout ça dans les dernières années. Donc déjà là, on pousse une pression supplémentaire sur nos océans. De nos pays ici, vous savez, on aime beaucoup les sushis. Donc il y a une demande des pays occidentaux qui est plus croissante par rapport à la demande en poissons, donc en produits de la mer. Écoutez, pour 3 milliards de personnes sur la planète, le poisson constitue la principale source de protéines. On s'approvisionne directement du poisson. Donc, c'est énorme. Plus de gens, une surpêche, beaucoup de gaspillage aussi, ça, il faut le dire. Quand il arrive souvent, ça, c'est ce qui arrive avec les mauvaises pratiques de pêche, c'est que on a ce qu'on appelle du bycatch ou de la pêche qui ramasse tout. On ne pêche pas nécessairement, par exemple, que du thon. On peut ramasser des requins, on peut ramasser des raies, des tortues. Et ce qui fait que ça vide aussi nos océans. C'est une biodiversité que l'on attaque en ayant des mauvaises pratiques de pêche. Les grandes questions maintenant, doit-on arrêter toute la pêche en haute mer? Peut-on arrêter cette pêche en haute mer? Une étude menée par des biologistes marins de l'université Simon Fraser, toujours donc sur la côte ouest canadienne, posait carrément la question. Les conséquences de l'arrêt de la pêche à haute mer auraient même un impact économique minime. C'est ce qu'on prédit en fin de compte. Isabelle Côté est professeure en écologie et en restauration marine à l'université Simon Fraser. Parce que si on arrêtait la pêche en haute mer ou quand on arrête la pêche à peu près n'importe où dans l'océan, ce qui se passe, c'est que la biomasse de poissons, le nombre de poissons, la taille des poissons augmente. Et après un certain temps, on a un effet de ce qu'on appelle un spillover. Alors, cette biomasse accumulée commence à se disperser vers les zones qui sont ouvertes aux pêcheries. Alors, le résultat de ça, c'est que les pêcheries peuvent bénéficier. Les prises augmentent et les revenus augmentent à l'extérieur de ces zones strictement protégées. Alors, on peut appliquer le même principe à la haute mer.
si on fermait complètement la haute mer, si on transformait la haute mer en zone strictement protégée, on s'attendrait à ce qu'il y ait un spillover de poissons qui augmenterait les prises dans les zones économiques exclusives. Alors, la plupart, un des résultats qui nous a vraiment surpris dans cette étude-là, c'est qu'on a examiné le nombre d'espèces et la valeur économique des espèces qui étaient pêchées seulement en haute mer. Et en fin de compte, il y a seulement à peu près 1% des espèces qui n'est capturée qu'en haute mer. Et ces espèces-là, vraiment, ont une valeur économique très, très minime. Alors, si on fermait la haute mer, il y a vraiment très peu d'espèces. Il y en fait 19 espèces qu'on ne pourrait plus toucher du tout. Le reste des espèces se distribuent entre la haute mer et les zones économiques exclusives. Ce sont des espèces qui vont d'une ère à l'autre. Une option pour préserver ce qui reste des stocks de poissons et éviter que nos océans ne se vident davantage serait de contourner le poisson comme source d'alimentation. Des algues cultivées en mer, par exemple, dit-on, en symbiose avec l'aquaculture, pourraient se fondre à notre alimentation de tous les jours, sous forme, par exemple, de terrine, de soupe ou de tartare, au goût pas aussi bizarre qu'on l'appréhende peut-être. On pourrait aussi incorporer ces algues à la bière. L'azote et le phosphore est très important pour les algues. Et puis donc en venant ici au Nouveau-Brunswick, dans les années 80, donc c'était le début de l'aquaculture du saumon. Et donc avec l'aquaculture du saumon, on a beaucoup d'azote et de phosphore. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut pas rapprocher les deux? Il y a un composant qui relargue du phosphore et de l'azote et il y en a un autre qui en a besoin. Au Canada, Thierry Chopin est l'ambassadeur des algues, peut-on dire. Ce professeur de biologie marine de l'Université du Nouveau-Brunswick au campus de Saint-Jean, donc à 2 pas, finalement, de l'océan Atlantique, est le directeur scientifique du réseau Aquaculture intégré du Canada. Pour moi, c'est de combiner deux histoires qui sont typiquement du Nouveau-Brunswick. On a l'aquaculture intégrée au Nouveau-Brunswick où notre équipe est très avancée au niveau mondial. Et puis, on a eu des gens qui font des micro-brasseries. Quand on peut combiner deux bonnes histoires du Nouveau-Brunswick, j'espère aussi qu'au niveau touristique, etc., ça pourra avoir des bonnes retombées. Donc, il y a la bière. Aussi, on essaie de travailler sur les algues dans les chocolats. La même chose aussi, c'est l'aspect sucré et salé. On travaille avec une compagnie de Shediac. Donc, on a fait des premiers essais et donc on espère cet hiver remettre ça pour travailler des formulations. Faire pousser les algues, c'est l'aspect scientifique, c'est aussi contrôler qu'elles soient bonnes pour la consommation avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et puis, donc, on a par exemple analysé nos algues pendant 8 ans et elles ont toujours passé l'inspection. Donc, elles sont bonnes pour l'alimentation humaine. Et donc, ça, c'est l'aspect scientifique, mais pour moi, c'est toujours l'aspect développer des marchés. Et si on peut combiner 2 ou 3 histoires du Nouveau-Brunswick, pour moi, c'est l'intérêt. Un reportage de Radio-Canada International.